Ce second numéro d'analyse et critique de livres va être une introduction, celle d'un architecte très connu, Claude-Nicolas Ledoux, à travers le livre Sur la Saline d'Arc-et-Senans de Dominique Massouni. Architecte et poète de renom, je ne pourrai pas discuter de son art en détail dans cette vidéo. Nous allons en montrer les aspects principaux à travers un édifice, celui de la Saline d'Arc-et-Senans. Pour plus de détails sur l'architecte, je vous renvoie à la bibliographie. Vous pouvez même la trouver sur Wikipédia. Revenons à la renommée de Ledoux. Il reste peu de traces de son architecture, puisque la plupart des bâtiments parisiens ont été détruits par les constructions du baron Haussmann au XIXe siècle. Mais vous pouvez toujours admirer, à Paris, les 4 portes d'octroi qu'il a réalisées, au Trône, à d'Enfer, à la Villette et à Monceau. Et enfin, la Saline que nous allons étudier. L'architecte est connu jusqu'en Russie. Son style marqua l'architecture jusqu'à la période de l'URSS. Je peux vous conseiller le livre d'Oksana Makhneva-Barabanova si cet aspect de son art vous intéresse. Revenons à celui de Dominique Massouni. Plus facile d'accès, il peut permettre d'avoir une première approche sur l'architecte. Historienne de l'art, Dominique Massouni est maître de conférences à l'université de Nanterre. Élève de Daniel Habro, elle a d'abord étudié ce qu'elle a nommé les monuments de l'eau, puis s'est intéressée à l'architecture et à l'embellissement des routes au XVIIIe siècle. Je crois que c'est la dimension politique de l'architecture, l'idéal civique, qui porte les projets, notamment d'architecture publique, qui m'a beaucoup intéressée. Et puis aussi parce que je crois que c'est un siècle passionnant pour ce qui est de l'architecture domestique, l'art de la distribution, le décor intérieur aussi, qui sont des choses formidables. J'avais commencé par une maîtrise qui portait sur l'architecture des bains privés au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc une entrée en matière très charnelle, très vivante finalement de l'histoire de l'architecture. J'ai poursuivi mon parcours en m'orientant d'une manière un peu différente, justement en sortant des maisons, pour parcourir la ville, découvrir comment est-ce qu'on la modernise au XVIIIe siècle, comment est-ce qu'on améliore les conditions de vie des citadins. Et la question évidemment hydraulique est très importante, puisque c'est seulement au XIXe siècle qu'on va vraiment résoudre cette question. Donc j'avais envie de savoir comment les choses se passaient concrètement, comment est-ce que cette eau était utilisée ou pas utilisée d'ailleurs. Et je crois que c'est les historiens qui m'ont donné le goût de cette question. Les historiens du sensible, du corps, je pense à Vigarello, je pense à Alain Corbin, et puis les historiens des techniques aussi, parce que c'est un aspect qui m'intéresse également énormément. La manière dont l'architecture se met en place, à quel savoir technique est-ce qu'elle fait appel, et quel dialogue il peut y avoir entre architectes, ingénieurs, artisans également. En faisant ce livre en 2016, elle se met dans les pas de Daniel Habro, qui a beaucoup étudié cet architecte. Et de plus, elle en a écrit un second sur les maquettes l'année suivante. Son travail sur Arc-et-Senans a permis de découvrir des nouvelles archives et d'étayer une analyse sur l'architecture d'un des meneurs du style grec épuré de la fin du XVIIIe siècle. Pour les néophytes, le goût à l'antique ou le néoclassicisme sont propulsés en architecture après le retour d'Italie de l'architecte Soufflot et du marquis de Marigny en 1753. Ce dernier est nommé directeur des bâtiments du roi, c'est-à-dire ministre des Arts. À partir de ce renouveau de style en architecture, nous avons plusieurs constructions importantes. Jacques-Germain Soufflot réalise l'église Sainte-Geneviève à Paris, appelée par la suite Panthéon. Ange-Jacques Gabriel, architecte du roi, réalise le Petit Trianon. Charles de Vailly et Marie-Joseph Père, le Théâtre Français, actuellement Théâtre de l'Odéon. Victor Louis, le Grand Théâtre de Bordeaux, et encore bien d'autres. Ledoux s'insère dans ses réalisations, mais il promeut un style encore plus antique, puisque basé sur le style grec antique et non plus un renouveau du style classique de Louis XIV.
Mais vous allez me dire que cela est très intéressant, mais qu'on ne sait toujours pas ce que c'est qu'une saline, et encore moins celle d'Arc-et-Senans. La saline est réalisée sur l'ordre de Louis XV, sous le règne de Louis XVI, et devient très vite un monument remarquable de la Franche-Comté. Les salines sont très anciennes dans cette région depuis au moins le Moyen-Âge. Le sel est une denrée rare qui permettait de conserver la nourriture. Cela devient donc très rapidement un monopole royal. Mis dans des greniers, il est vendu avec une taxe, la gabelle. Plusieurs techniques permettent de produire du sel. Les marais salants, par évaporation de l'eau de mer à l'aide du soleil, les mines de sel où l'on creuse pour en trouver, comme les mines de Pologne à Wieliczka, les salines où l'on fait chauffer de la saumure dans des cuves. Cette dernière méthode est la plus rapide. Les usines, même si le mot ne convient pas, se multiplient au XVIIIe siècle. Celle de Ledoux s'inscrit dans cette mouvance. L'auteur, Dominique Massoni, met ensuite en avant comment la saline d'Arc-et-Senans s'inscrit dans l'œuvre de l'architecte. Revenons alors maintenant, si vous le voulez bien, sur notre architecte, qui est finalement au cœur du livre. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la carrière de cet architecte novateur fut étudiée par les historiens. Il est né en 1736 en Champagne. Il travaille le dessin auprès d'un graveur. Puis, il effectue ses études au collège de Beauvais à Paris. Il entre dans l'école de Jean-François Blondel, maître en architecture. En 1762, Claude-Nicolas Ledoux se fait connaître par la réalisation du café militaire à Paris. En 1764, il entre dans l'agence de Claude-Louis Davilliers, architecte de la maîtrise des eaux et forêts pour Sens. Il y réalise l'église de Cruzy-le-Châtel. Très rapidement, il devient un architecte recherché par les courtisans. Entre 1763 et 1765, il réalise les projets pour le château de Maupertuis, pour le marquis de Montesquieu, dont la pyramide est devenue célèbre. En 1769, il réalise l'hôtel de Montmorency à Paris. Puis en 1775, il commence la construction du pavillon de Louveciennes pour Madame du Barry, qui le protège. Ah, il est actuellement en vente pour 50 millions d'euros, si quelqu'un veut l'acheter. La même année, il réalise le théâtre de Besançon. En 1778, il laisse particulièrement cours à son imagination lors de la réalisation de l'hôtel de Télusson à Paris, reconnu comme un de ses chefs-d'œuvre. La veuve d'un banquier genevois veut la construction d'un hôtel à Paris qui lui coûte 700 000 livres, dont 32 400 juste pour les honoraires de l'architecte. L'hôtel s'ouvre par un arc de triomphe dont seul le sommet émerge de la terre comme les restes d'une ruine antique. Le visiteur entre par une grotte dans un petit pavillon dans un jardin pittoresque. En 1782, le tsarevitch Paul, futur Paul Ier, visite son atelier et lui demande les dessins qui lui sont envoyés en 1790. En 1783, il fait le siège parisien de la Ferme Générale, institution responsable de la collecte des impôts. Et puis en 1787, l'époque d'octroi de Paris que nous avons déjà vue. Dominique Massoni privilégie d'aborder l'architecte par ses œuvres, qu'elle range par type. Elle s'arrête aux réalisations des portes sans mentionner la carrière de l'architecte à la Révolution. Ce dernier, trop impliqué dans le milieu curial, n'a plus de commandes à partir de 1790. Il est l'architecte des barrières de la Ferme Générale, qui sont vues comme un symbole despotique de la même manière que la Bastille. Il est arrêté en 1791 et commence à rédiger un livre. Puis, libéré, il se retire de la vie publique et poursuit l'écriture et l'édition de son œuvre. N'oublions pas qu'il commença sa carrière auprès d'un graveur. Il fit, dès 1773, connaître son travail par la gravure. En 1804, il fait éditer son œuvre magistrale, L'architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation. Il dédicace cette entreprise à l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Il ne voit pas la fin de cette publication puisqu'il s'éteint à Paris en 1806. L'auteur s'attelle ensuite à montrer comment la saline regroupe toutes les caractéristiques novatrices de l'œuvre de l'architecte. Pour le comprendre, revenons à la genèse de sa construction. Ledoux est un homme d'administration. Il fréquente Péronnet, que nous avons déjà vu dans un épisode de Pinceau. L'homme est depuis 1757 inspecteur général des salines. Cette entreprise est donc royale. Par l'arrêt du 29 avril 1773, le roi décide de placer une saline à Arc-et-Senans. Le 12 mars 1774, Ledoux propose un plan qui est accepté. Les archives du projet sont peu nombreuses. L'auteur mentionne qu'aucun plan définitif, ni devis, n'ont été retrouvés. Néanmoins,
Plusieurs documents cartographiques contemporains permettent de la situer dans la forêt de Chaux. Faire fonctionner une saline demandait d'y amener de l'eau. La faire chauffer demandait du bois. Des aqueducs et routes ont donc été construits depuis la rivière Lalou et la forêt. Il existe 3 plans de la saline montrant l'évolution du projet. Restons un peu sur ces plans pour comprendre la démarche de l'architecte. D'un plan rectangulaire puis circulaire, le projet prend petit à petit un parti moindre en demi-cercle. Louis XV avait condamné les galeries du premier plan et la ferme son plan carré, car, par cette raison, le feu aurait pu se propager à tous les bâtiments. Dominique Massouni propose d'ajouter à l'adoption du projet final la touche de l'architecte Pierre-Adrien Paris. Le plan final est donc celui de 10 bâtiments autour d'une cour en demi-cercle avec un portique d'entrée monumental. Mais quelle architecture le Doubs adopte-t-il ? Si vous avez suivi l'émission depuis le début, vous devez déjà avoir une idée. Dominique Massouni y voit une architecture pittoresque. Comment la définit-elle ? Elle propose de lire les textes de l'architecte. Écoutons-le. Voyez-vous ces tourbillons de fumée qui se mêlent avec la nue, se brisent ? Le soleil paraît et verse sur la terre l'éclat intarissable de ses rayons. La moitié de ces édifices est couverte d'ombres transparentes. L'autre offre une lumière piquante, dont l'éclat pourrait le disputer aux yeux de la beauté qui fait les délices du monde. Les fonds sont empreints de couleurs languissantes. Le mont Saint-André qui termine l'horizon offre les teintes rembrunies par la distance. Et la colline brillante qui lui est opposée laisse à l'imagination un champ immense. Quel tableau ! L'architecte joue donc sur la lumière qui se projette sur les masses des édifices. L'effet escompté est celui d'un peintre. Il adapte les proportions selon l'œil du spectateur. Les murs sont assez animés selon les moments de la journée. Le spectateur peut laisser aller son imagination. Le Doubs renonce à l'enseignement académique. Il se base sur l'archéologie et surtout l'imagination. Alors, il revisite les ordres d'architecture. Il adopte la colonne dorique sans base, la serlienne, c'est-à-dire l'utilisation de 3 baies dont celle du milieu en arc en plein cintre, les chaînes d'angles harpées, c'est-à-dire un angle qui se démarque du reste de la paroi, et enfin les urnes renversées dégorgeant une saumure de pierre. Mais vous devez retenir surtout le dorique sans base. C'est ce qui va faire la particularité de son style. L'entrée regroupe tous ses attributs. L'architecte en fait une grotte. C'est une architecture parlante. L'allégorie est celle de la source, d'où provient le sel, mais aussi celle de la grotte des origines façonnée par les eaux du Créateur, c'est-à-dire Dieu. L'auteur explique que cela fait écho à la cabane originelle de l'architecture, mise en avant par Vitruve, ou encore à la théorie des origines de Buffon. Dans son projet, le Doubs veut encore aller plus loin que la manufacture. L'architecte imagine même, à partir de la saline, la création d'une ville nouvelle. Ce n'est pas incongru, depuis le XVIe siècle, d'imaginer des villes nouvelles. Mais cela ne restera qu'un projet de cabinet d'architecte. En revanche, la saline vit le jour. Des modifications de détails sont effectuées. Et le chantier se termine en 1778. Dominique Massouni analyse ensuite les projets et les gravures de chaque bâtiment de la saline. Par là, elle effectue le travail d'historien de l'architecture. Elle continue sur les places, les promenades et jardins qui sont, comme on l'a vu, au cœur de la réflexion des hommes du XVIIIe siècle. La dernière partie explique la production de sel. Jusqu'au XIXe siècle, c'est de l'histoire économique et sociologique. Elle revient sur les hommes et les techniques. Et enfin, sur le XXe siècle et la destinée d'une saline comme patrimoine industriel. Revient sur l'homme, l'art et le monument. Sa publication de 1804 lui donna une grande visibilité jusqu'à nos jours. Le Doubs se démarque aussi de ses collègues architectes car il ne visita pas l'Italie. Dominique Massouni souligne qu'il faudrait analyser les apports italiens dans son art. La chercheuse conclut que la saline fut condamnée à l'oubli comme les barrières de Paris, mais que le talent de l'architecte a su la faire demeurer dans l'imaginaire architectural.
Et voilà, vous savez tout sur la saline, mais je n'ai toujours pas expliqué ce qu'est le style grec. Je le fais donc en conclusion, en prenant des raccourcis, on y reviendra sûrement dans d'autres émissions. Le style néoclassique est une réponse au style rocaille, ou rococo. Il prend pour base l'antiquité gréco-romaine. Mais certains artistes se sont opposés à cette vision, ils veulent un art plus proche des origines de l'architecture. Elle est pour eux à trouver uniquement chez les Grecs, contrairement aux Romains. Ainsi, ils proposent le style grec avec des colonnes sans base. C'est l'art de Ledoux. Le livre de Dominique Massoni permet ainsi de mieux comprendre à la fois l'histoire d'un architecte et de le mettre en perspective avec son temps à travers une œuvre industrielle. Elle montre la naissance d'un art grec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci.